Madame, Monsieur, bonsoir. Analyse de la situation au Burkina Faso au menu de votre émission ce soir. Lundi 24 janvier, des militaires annoncent avoir mis fin au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré, ainsi que la suspension de l'Assemblée nationale et du gouvernement burkinabé, la fermeture aussi des frontières, ainsi que la mise en place d'un couvre-feu. Le coup d'État est confirmé, 7e depuis l'indépendance du pays. À la tête des putschistes, le nouvel homme fort du Burkina, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il est diplômé de l'école militaire de Paris. Ce soldat de terrain de 41 ans est spécialiste de la lutte contre les terroristes. Il est aussi, entre autres, l'auteur d'un livre dans lequel il critique les politiques antiterroristes menées dans une région lourdement frappée par les groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. En 6 ans, les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts et plusieurs centaines de milliers de déplacés, plus particulièrement dans les zones proches des frontières avec le Mali et le Niger. Pour beaucoup, ce coup d'État était prévisible et les autorités françaises semblaient s'y préparer. C'est le 3e coup d'État en Afrique en moins d'une année. Rappelons que le Burkina est un pays d'Afrique de l'Ouest, frontalier du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a condamné fermement ce coup de force des militaires et a annoncé la tenue prochaine d'un sommet extraordinaire pour examiner la situation au Burkina Faso. Encore faut-il tirer les leçons de la Guinée et du Mali. Ce soir donc, nous examinons la situation dans le pays ainsi que les répercussions au lendemain de ce coup d'État. J'ai le plaisir d'accueillir par Skype professeur Abdelhak Bassou, Senior Fellow au Policy Center for the New South, expert d'analyse en risque politique et sécuritaire. Bonsoir professeur Bassou, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et merci, je salue vos téléspectateurs. Merci, professeur Bassou. Et j'ai également le plaisir d'accueillir, toujours par Skype, depuis Dakar, Abdou Diop, président de la commission Afrique de la CGEM. Bonsoir Abdou Diop, merci à vous également de vous joindre à nous dans Question d'Actu. Avec grand plaisir. Donc, quelle est la situation aujourd'hui, professeur Bassou? Quelle est la situation au lendemain du coup d'État au Burkina Faso? La situation aujourd'hui, au lendemain de ce coup d'État, c'est vraiment le véritable lendemain, c'est-à-dire on est le jour d'après. Et on ne peut vraiment pas décrire toute cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire il y a coup d'État, la population semble supporter le coup d'État. Donc tout ce que nous avons peut-être aujourd'hui à notre disposition, c'est notre expérience avec les autres coups d'État. Oui. Que font entre guillemets, les putschistes dans les premiers jours, dans les premières semaines. Première chose, je crois, asseoir leur situation, asseoir leur pouvoir. Déjà s'assurer que une autre faction de l'armée ou un pays tiers ne viendrait les déloger. Donc, je crois que c'est le premier souci. Mais ça ne risque pas d'arriver, professeur Bassou. Je ne sais pas, tout est prévu, tout est possible dans cette région. D'accord. Deuxième situation, c'est essayer de rassurer la communauté internationale. Donc, on aura des propositions d'agenda, de calendrier. Ces gens vont chercher des appuis. Je ne sais pas comment ils vont faire, peut-être capitaliser sur les 2 autres pays qui ont eu des coups d'État. Comment ils vont se comporter avec le Mali, avec la Guinée. Peut-être un front pour affronter un peu l'opposition de la CEDEAO à leurs actions. Il y a aussi le front intérieur, c'est-à-dire ils ont un appui de la population, ils vont certainement entreprendre des mesures ou des actions pour capitaliser sur l'appui de la population, donc réunion avec les partis politiques, les syndicats, la société civile. Ils chercheront peut-être à remporter une petite bataille, ne serait-ce qu'une petite bataille sur un groupe terroriste. Ils chercheront là où ils sont forts, là où ils peuvent le faire, donc un petit coup de main qui pourrait peut-être encore renforcer leur position. Et nous aurons certainement dans les jours à venir une nouvelle structure. Ça ne serait plus le MPSR, donc ça serait un comité pour sauver ou comité de transition où nous allons avoir un peu de civil, où nous allons avoir un peu la société civile, les partis. Ça dépend
des tractations qu'il y aurait, ça dépend, parce que les partis politiques, pour le moment, ils sont dans une position d'attente. Donc, on a peut-être le Front patriotique du Renouveau, qui était un parti qui était suspendu, qui s'est déjà presque prononcé pour les militaires. On a un autre parti, donc le mouvement africain des peuples, qui actuellement est en train de demander la libération de Kaboré. Mais je crois que c'est une situation qui reste encore, on ne peut pas la décrire tout de suite, il faut attendre un peu. Grande question, quelles seront leurs nouvelles alliances? On en parlera peut-être. Certainement, mais avant, justement, professeur Bassou, pourquoi cette endémie, j'ai envie de dire, des coups d'État en Afrique en moins de 8 mois, 3 coups d'État confirmés, sans parler bien sûr d'autres situations dans d'autres pays qui ressemblent plus ou moins à des putschs, entre guillemets, comme vous le dites si bien. Pourquoi cela se répète-t-il aussi autant en Afrique ces derniers mois? Personnellement, ça ne m'étonne pas. De toute façon, si on prend les dernières 70 ans en Afrique, je crois qu'on dénombre un peu quelques 200 et quelques coups d'État, dont plus de la moitié réussis. Donc, c'est pas. Si on prend même la région, si vous prenez la région même elle-même de l'Afrique de l'Ouest, et ils sont à plus de 90, dont à peu près 50 réussis. Vous parliez vous-même du 7e coup d'État au Burkina Faso. Elle-même, je crois que Kaboré a été le premier président à être élu démocratiquement. Civil. C'est le premier. Donc, au fait, ce n'est pas étonnant. Nous avons peut-être eu une parenthèse de répit en matière de coup d'État, je crois, entre 2000 et 2012. Mais ça a repris, d'ailleurs, ça a repris au Mali, ces questions de coup d'État en 2012. Maintenant, c'est les causes, c'est-à-dire pourquoi. D'abord, nous avons Mali, nous avons la Guinée. Et nous avons le Burkina. Et on voit ici que ça a commencé sur une sorte de grogne populaire, c'est-à-dire c'est un mouvement social, et ensuite on a ce coup d'État. Donc la région passe par une zone de turbulence depuis ces 20 dernières années, donc depuis l'installation du terrorisme dans cette région. Et il y a terrorisme, il y a coup d'État, c'est des ébullitions, je crois. Et là, je crois qu'on aurait également l'occasion d'en parler. C'est peut-être l'État en Afrique qui est remis en question, ou bien l'État dans cette région surtout, qui est remise en état. L'État civil, hein, parce qu'aujourd'hui, on remarque que les populations, eh bien, elles montrent un soutien indéniable pour l'armée au détriment d'un président élu démocratiquement. Donc aujourd'hui, l'État civil, si on peut l'appeler ainsi, cède la place à l'État militaire. Oui, alors, je parle de cette relation entre la population et l'armée. Alors, est-ce que vraiment toutes ces ébullitions, tout ce qui est en train de se passer, n'est pas un nouveau contrat social qui est en train de passer entre les populations et l'armée au détriment de l'élite politique? Voilà. Une élite politique qui n'a peut-être pas su répondre aux problèmes de cette région, dans cette région. Le problème premier qui est un problème de sécurité. Dans tous ces pays, c'est un problème de sécurité. Et donc, quand on a un problème de sécurité auquel l'État n'a pas répondu, peut-être que les populations jugent que leur souci premier est un premier souci sécuritaire, ils sont en train de passer un nouveau contrat social avec les militaires.
c'est peut-être un changement qui est en train de se faire. On verra, on observera pour voir un peu ce qui pourrait se... Et il y a le cas du Burkina. Bon, ça, c'est un peu, si vous voulez, l'aspect du pourquoi dans la région. Maintenant, au Burkina elle-même, on vient de le dire, Kaboré est le premier président élu, donc d'une manière... et puis, c'est quelqu'un qui se méfie beaucoup de l'armée. Pour lui, quand il est arrivé, cette armée, c'est l'armée de Blaise Compaoré. Absolument. C'est lui qui était lui-même militaire, donc il connaît. Et il est dans une situation vraiment difficile. Il a besoin de l'armée pour lutter contre le terrorisme, mais également il a peur de cette armée. Il ne l'aime pas beaucoup. D'autant plus que cette même armée avait tenté en 2015 déjà de faire un premier coup d'État après Blaise Compaoré pour renverser la structure de transit qui était dans le temps allait venir. Donc, et c'est pour ça peut-être que Compaoré ne faisait pas beaucoup de choses pour équiper, pour assurer le confort de cette armée-là. Donc ça ne marchait déjà pas entre lui et l'armée. Et on a parlé de cette condition des militaires. Non seulement ils ne sont pas équipés, mais Kaboré ne fait rien parce que cette guerre que mène l'armée du Burkinabé, que mène l'armée du Mali, l'armée du Niger, est une guerre contre-insurrectionnelle. Et nous savons que dans toutes les guerres contre-insurrectionnelles, l'élément essentiel, c'est la population. La partie qui arrive à mettre la population de son côté gagne cette guerre. Or, Kaboré ne faisait rien pour gagner cette population. C'est un État qui n'accomplissait pas son devoir, si vous voulez, ses fonctions vis-à-vis des populations. Et donc l'armée voit que non seulement il n'est pas équipé, mais on ne fait rien pour la population pour qu'il puisse rejoindre l'effort de l'armée et de l'État. Très bien. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, professeur Bassou, cette question de réaction, notamment à l'international. Un coup de force qui a été quand même condamné par l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO. Bon, on parlera peut-être plus tard de la réaction de l'Union européenne. Abdou Diop, quel pouvoir aujourd'hui par rapport à ce coup de force, quel pouvoir a en tout cas cette organisation qu'est la CEDEAO? Préciser 2 ou 3 choses pour un peu corroborer un peu et aussi atténuer ce que disait tout à l'heure le professeur. D'abord, je pense qu'il est important quand même de considérer le fait qu'il s'agit aujourd'hui, que ce soit le Burkina ou même les mois précédents, le Mali et la Guinée, on parle de pays où il y a quand même un lourd passé de coups d'État. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles dans ces pays, malheureusement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans l'analyse parce que c'est spécifique, très spécifique à un certain nombre de pays. Ce qui rend les choses un peu plus particulières, c'est 2 éléments. D'abord, la concomitance, le fait que ce soit à des périodes aussi proches, ce qui était rare auparavant. Et la deuxième chose, comme on dit, c'est un peu le sentiment d'une certaine adhésion de la population. Je n'en suis pas certain, mais en tout cas, les messages qui sont véhiculés à travers que ce soit le rassemblement de Bamako suite aux sanctions de la CEDEAO ou encore les réactions un peu au Burkina et en Guinée démontrent qu'il y a quelque part une certaine adhésion des populations, de ce qui inquiète un peu. Mais juste dans le contexte, parce qu'on a vu qu'au Niger, les choses se sont très bien passées. Pourtant, c'est un pays voisin. Donc, la région, effectivement, il y a des pays qui ont, malheureusement, c'est un terme que je n'aime pas, mais une tradition de coup d'État. Et il se trouve que, bon, on retrouve ça. Maintenant, quel poids ont les organisations telles que la CEDEAO? Je pense qu'il y a une vraie problématique de crédibilité aujourd'hui des instances sous-régionales. Pourquoi? Parce que c'est quand même surprenant que la semaine qui suit les sanctions importantes qui sont prises sur le Mali, on voit d'abord un mouvement très populaire, parce que c'était énorme le rassemblement au niveau du stade au Mali des populations pour faire face aux sanctions de la CEDEAO. Et
c'est comme une défiance, et on voit que quelques jours après, il y a un coup d'État qui se fait au Burkina, et quand on lit toute la déclaration, quand on écoute toute la déclaration de l'armée, on dirait que l'armée est en train de parler à la CEDEAO. Oui. Parce que, en train de dire oui, voilà, il n'y a pas eu d'effusion de sang, pour telle cause, nous allons faire une transition assez courte pour mettre en place des... C'est-à-dire qu'on répond à tous les éléments sur lesquels la CEDEAO a l'habitude de s'entraîner, sauf bien sûr le fait d'avoir une anomalie constitutionnelle à travers un coup d'État. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie problématique de la CEDEAO, parce qu'effectivement, l'impact de la... Nous allons revenir, Abdou Diop, nous allons revenir à l'impact tout à l'heure. Déjà, peut-être un état des lieux de la situation et aussi peut-être revenir sur cette crédibilité, professeur Bassou, crédibilité de la CEDEAO, mais aussi cette crédibilité de l'Union africaine. On a parlé un peu du pouvoir de la CEDEAO. L'Union africaine a condamné fermement ce coup d'État. Mais quel pouvoir finalement a cette institution? Est-ce qu'on ne remarque pas aussi que cette confiance, quand vous avez parlé de confiance du peuple envers le pouvoir, cette confiance du peuple et des peuples africains envers cette institution qu'est l'Union africaine, est-ce qu'elle ne serait pas effritée aujourd'hui? Oui, mais vous savez qu'on parle de condamner, on parle de condamner fermement, on parle de sanctions aussi parfois. Vous savez, pour sanctionner quelqu'un, il faut déjà qu'il soit dépendant de vous, que vous lui donniez quelque chose. C'est cela. Qu'est-ce que ni la CEDEAO ni l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle donnait au Burkina Faso, ou bien qu'est-ce qu'elle donnait au Mali ou à la Guinée? C'est-à-dire, de quoi vont-ils les priver? C'est-à-dire, quel est ce confort qui leur assurait qu'ils vont maintenant... Au fait, moi, je crois que ni la CEDEAO ni l'Union africaine n'ont de main sur ces choses-là. À part, si vous voulez conseiller, voir, vous voyez même ces commissions, groupes de chefs d'État qui vont visiter les pays où il y a des coups d'État. Ce sont eux-mêmes rien que des chefs d'État. Donc, et la question est plus profonde. Ce que la CEDEAO veut traiter en stigmatisant, en condamnant, ce que la CEDEAO veut faire, c'est quoi? Ils veulent arriver à quoi? Je crois que les formes déjà ne vont pas. Ne marche pas. Déjà, quand on veut aller parler à ces militaires qui ont fait le putsch, je préfère, moi, je ne sais pas, que les structures ou les comités ou les équipes qui s'en vont les voir soient des équipes civiles, de la société civile, des populations des autres pays, des chefferies ce qui n'est pas le cas, et ce n'était pas le cas pour le Mali ni la Guinée d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire la société civile, enfin, on est censé... Voilà. Ça représente aussi, enfin, en tout cas, la société civile est de facto un représentant du peuple. Or, voilà, c'est ce qu'on a remarqué au Mali, elle a été tue, cette société civile. C'est-à-dire, quand vous voulez parler, on veut aller parler maintenant à Sandoago d'Amiba. On veut aller, les CEDEAO veulent lui parler. Lui, il a évincé un chef d'État. Et ceux qui vont aller le voir sont des chefs d'État. Ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. Et si on veut aller le voir, il faut qu'il y ait des chefferies, je ne sais pas, ethniques, des chefferies tribales, de la société civile, des gens, peut-être même un ou deux militaires des pays où les choses sont stables, pour lui parler des choses. Oui. Mais déjà, quand c'est des chefs d'État qui vont aller le voir, il y a déjà une hostilité qui est installée. La négociation ne peut pas aller dans le sens qu'on veut lui donner. Je crois que si la CEDEAO veut traiter ces questions, si l'Union africaine veut traiter ces questions, il n'a pas à traiter les symptômes. Aujourd'hui, on essaie de traiter les symptômes. Il y a coup d'État, on veut revenir à l'ordre constitutionnel. D'accord, mais qu'est-ce qui a donné ce coup d'État? Il faut que la CEDEAO cherche quelles sont les raisons qui sont aujourd'hui en train de donner ça. Il faut également que l'Union africaine cherche quels sont les réseaux. Ce travail n'est pas uniquement un travail d'Union africaine ou de CEDEAO, c'est le travail des chercheurs, c'est le travail des sociologues, c'est le travail
de certains militaires, de politologues. Donc c'est tout un travail qui doit être fait pour connaître quel est le virus, quel est le mal. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mal, est-ce qu'il y aurait pas un mal étranger, professeur Bassou? Il y a cette thèse de la main d'une puissance étrangère, notamment que, certains ont même fait le lien entre les formations des putschistes qui se sont généralement passées de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit en Belgique ou en France. C'est le cas d'ailleurs pour pour l'ensemble d'entre eux peut-être. Pour l'ensemble d'entre eux. Est-ce que, justement, est-ce que ces thèses tiennent la route? Est-ce que effectivement il y aurait des intérêts étrangers, notamment européens, pour que cette région soit déstabilisée? Je poserai la même question à mon autre invité plus tard. Moi, je crois que tout ce qui vient de l'étranger, tous les pays vivent ces choses-là. Il y a des intérêts. Chaque pays, tous les pays du monde défendent leurs intérêts et ce n'est pas à exclure. Mais tout ce qui vient de l'étranger ne réussissent que s'ils trouvent sur quoi se greffer, un terrain fertile. Donc, si dans ces pays-là, il y avait des conditions. Moi, je ne sais pas, nous voyons les autres pays. Pourquoi est-ce que personne ne vient créer de la zizanie au Maroc? Parce qu'il y a une assise vraiment nationale. Il y a les problèmes qui puissent encourager quelqu'un à venir ne sont pas là. Et puis le terrain n'est pas fertile pour une intervention étrangère. Mais je crois que si ces pays-là sont vraiment victimes de cette rivalité de puissances étrangères chez eux, c'est parce que ces pays-là présentent un terrain fertile. C'est parce que ces pays-là ne sont pas étanches. C'est parce qu'ils sont vulnérables. C'est parce que il y a les conditions sur lesquelles peut venir se greffer une intervention étrangère. Bien sûr, premièrement, la pauvreté, c'est-à-dire ils ont toujours besoin d'un appui étranger. D'ailleurs, maintenant, même pour l'équipe militaire au pouvoir aujourd'hui, il ne va pas pouvoir combattre le terrorisme toute seule, il ne va pas pouvoir assurer le développement toute seule. Très bien. Je vous laisse peut-être finir votre idée, professeur Bassou. Donc ils sont, si vous voulez, dépendants. Et déjà, on commence aujourd'hui à parler. Maintenant, le Burkina a changé, j'ai parlé toujours, quelles nouvelles alliances, c'est-à-dire, il y a un sentiment anti-français. Est-ce qu'on ne fait pas appeler les Russes? D'ailleurs, déjà, des informations commencent maintenant à circuler, à se confirmer, disant que lors d'une réunion avec Kaboré, déjà, Sandoago Damiba avait demandé à Kaboré de faire appel aux Russes, et notamment à la société Wagner, mais que Kaboré n'avait pas accepté parce qu'il ne veut pas de brouille avec l'Occident. Très bien. Une réaction, Abdou Diop, par rapport à... D'abord, l'UE n'a pas réellement condamné ce coup d'État. Donc, pourquoi? Et aussi par rapport à cette thèse d'une puissance étrangère qui aurait des intérêts à ce que ces pays-là d'Afrique de l'Ouest, notamment qui sont proies à plusieurs attaques terroristes, la France est largement présente dans la région sous-sahélienne. Vous en pensez quoi? D'abord, je pense que pour la condamnation de l'UE, elle viendra certainement, mais je rejoins un peu ce que disait le professeur Bassou, des condamnations sans avoir un pouvoir d'imposer quoi que ce soit ne servent pas toujours, surtout quand on le voit, en imposant des sanctions, quelquefois on se tire une balle dans le pied comme ce qui est fait au Mali. Je pense, quand on parle d'intervention des puissances, en tout cas occidentales, la question est très compliquée parce que c'est vrai que la plupart des militaires, de toute façon, de ces différents pays sont formés à l'étranger, donc c'est pas un élément pour dire que c'est la main étrangère qui est dedans. Et deuxièmement, je pense que compte tenu de la situation, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une instabilité dans cette région. Vous savez, cette région du Sahel est cruciale pour tout le développement du commerce en Afrique, pour la sécurité dans la région et pour la sécurité même par rapport à l'Europe, parce que c'est un corridor extrêmement important. Donc, je ne suis pas certain que ce soit dans l'intérêt des puissances occidentales, si c'est d'elles qu'on parle, de mettre un peu cette région
dans cette situation d'instabilité extrême. Je pense que au Mali, les gens n'avaient pas en tête qu'à un moment le Mali va se tourner vers Wagner, sinon Barkhane ne serait peut-être pas arrêté. Maintenant, est-ce que il y a une main invisible des Russes pour installer Wagner? Il n'est plus si invisible que ça, Abdon. Oui, justement, je me pose la question, mais franchement, aujourd'hui, toute hypothèse est à intégrer dans une zone qui est extrêmement instable, où l'État a perdu le contrôle d'une bonne partie de son territoire, que ce soit au Mali ou au Burkina. On le voit quand dans son propre territoire, il y a 57 gendarmes qui sont tués en novembre, 10 autres quelques jours après. C'est qu'on a perdu le contrôle de son territoire. Et quand on perd le contrôle de son territoire, forcément, ça ouvre la voie à une ingérence d'autres acteurs qui peut-être arrivent à donner une certaine sécurité aux populations et à l'armée. Donc, ça c'est pas exclu, mais aujourd'hui, je pense que compte tenu de l'historique de ces différents pays, il ne faut pas exclure aussi que ce soit une volonté des militaires de reprendre le contrôle du pays. De reprendre le contrôle du pays, ok, bon, pour une certaine période, bien sûr, avant, naturellement, la tenue d'élections, enfin, en tout cas, pour réinstaller une certaine démocratie, si c'est tout le temps, et si cela fait toutefois partie des plans des putschistes. Abdou Diop, bon, enfin, ces putschistes dénoncent la mauvaise qualité des équipements. On connaît bien sûr le tissu économique du Burkina Faso. Ça reste un pays en voie de développement, avec très peu de moyens, mais avec une grosse menace qui est celle du terrorisme. Comment pensez-vous que les militaires puissent répondre à ces besoins avec les moyens dont ils disposent ? Je pense que pour le cas particulier du Burkina, il y avait beaucoup d'espoir lors de l'élection du président Roch Kaboré et beaucoup d'espoirs déçus. Je ne suis pas certain que les espoirs déçus soient dus à une absence de moyens du pays, parce que, rappelons-le, et on l'a vu lorsque le Burkina, lorsque cette transition démocratique a eu lieu, et qu'ils ont organisé la conférence des bailleurs à Paris, tous les bailleurs de fonds étaient prêts à mettre beaucoup d'argent dans ce pays. Mais derrière, il n'y a pas eu la gouvernance, la structuration des projets et vraiment l'opérationnalisation d'une vision qui permettait de pouvoir transformer ce rêve en réalité. Donc il y a pas uniquement une question de moyens, il y a eu aussi une question de gestion de la chose publique, que ce soit en termes de vision, en termes de célérité de mise en œuvre du programme et en termes de création de projets structurants porteurs de valeur ajoutée pour les populations, en plus de la gestion sécuritaire qui n'a pas été au rendez-vous. Donc quand on combine tout cela, il est clair que on se retrouve dans une situation difficile. Donc il y a effectivement un véritable enjeu de gouvernance et de réponse à la demande sociale des populations, qui a fait aussi que ce gouvernement, en tout cas de Roch Marc Christian Kaboré, a déçu les populations et aussi l'armée qui ne s'est pas retrouvée dans ce modèle. Mais ce n'est pas nouveau, professeur Bassou, parce que bien sûr le pays, le Burkina, compte une très forte diaspora dans les pays limitrophes. Je parle bien sûr du Ghana, de la Côte d'Ivoire. C'est autour de 7-8 millions de Burkinabés qui vivent dans ces pays. Donc, professeur Bassou, in fine, bien sûr, il n'y a pas des populations qui quittent leur pays ici et retrouver tout ce dont ils avaient besoin pour vivre dignement. Donc, est-ce que c'est une suite logique? Est-ce que finalement, ce coup d'État était, dirais-je, prévisible compte tenu de la situation et des demandes de la population burkinabé? Oui,
Oui, prévisible, oui. C'est à partir du coup d'État du Mali, de la Guinée, on commençait à attendre. Et d'ailleurs, je crois que c'est prévisible aussi dans d'autres pays qui vivent les mêmes, les mêmes conditions. Nous avons peut-être, si vous le mettez, cette, d'abord, je voudrais traiter d'une question, c'est cette question on parle de Kaboré qui est élu démocratiquement. Mais je crois que dans la majorité de ces pays, démocratie veut dire quoi? Veut dire organiser des élections, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur défaillance. Enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire, si vous prenez le cas de Kaboré lui-même, sur 5 millions, disons 6 millions d'inscrits, seuls 2 900 000, disons 3 millions, la moitié avaient voté. Lui, il a rapporté un peu moins que la moitié de cette population. Ceux qui sont inscrits ne sont même pas, je crois, 40% ou 60 à 65% de la population en âge de voter. Donc, quelle représentativité? D'abord, ça c'est. Et puis, on comprend que dès qu'on est élu démocratiquement, ça y est, c'est terminé, on peut faire tout ce qu'on veut et on oublie que la légitimité démocratique doit être assortie d'une légitimité fonctionnelle. C'est-à-dire que l'État doit accomplir ce qu'il a à accomplir, ce qu'il a à faire. Maintenant, pour la région, les pays de la région, tout ce qui est à côté, on revient à cette école de Copenhague, de Barry Buzan, sur les complexes régionaux de sécurité. Toute l'Afrique de l'Ouest est un complexe régional de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ou installer la sécurité dans l'une des entités sans comprendre et installer la sécurité dans les autres. Sinon, nous avons deux phénomènes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le spillover. Donc, ce qui se passe dans une entité de ce complexe va s'étendre vers les autres. Nous l'avons vu maintenant, Mali, Guinée, Burkina, et donc ça peut aller. Et de spill into, c'est-à-dire des autres entités qui vont vouloir intervenir. Donc, action de la CEDEAO, action de ceci, action de cela, les gens vont vouloir s'ingérer dans ce. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé dans les deux pays, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, peut-être que nous allons. Il y a une contamination. Il y aurait une contamination. Il y aura plutôt une contamination. Nous avons des États qui sont directement concernés, c'est-à-dire qu'ils vivent presque les mêmes conditions. Ils ont le terrorisme. Va se passer au Niger dans les semaines ou les mois qui viennent. Et le Tchad est déjà sous gouvernement militaire, mais je ne sais pas, est-ce que d'autres militaires n'auraient pas un peu d'autres ambitions? Et il y a les États indirectement concernés, qui sont les autres États de la CEDEAO, qui aujourd'hui doivent certainement être en alerte. Donc, ils doivent prendre leurs dispositions, faire ce qu'il faut faire pour que cela ne puisse pas, c'est-à-dire pour arrêter cette contagion, si vous voulez. C'est pour ça que je parlais d'endémie tout à l'heure, quand on parle de coup d'État en Afrique. Abdou Diop, alors si on parlait un peu de l'impact, tout à l'heure vous avez évoqué les impacts, je vous ai dit qu'on allait y revenir. Les impacts d'abord d'ordre, on a parlé sécuritaire, d'ordre social, mais aussi économique, de ce coup d'État, d'ailleurs troisième coup d'État en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça aurait des impacts d'abord directs sur les populations, notamment au cas où la CEDEAO décide d'imposer des sanctions sur le pays, et aussi sur le commerce intra-africain, et notamment dans cette région de la CEDEAO? Je pense qu'il est clair qu'il y aura des impacts importants. D'abord, il y a un impact d'image dans la sous-région qui, naturellement, compte tenu de la perception de loin, va fragiliser toute la dynamique d'investissement dans ces pays, en particulier d'investissement étranger. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de sanctions. On l'a vu au Mali.
la dernière fois, lorsqu'il y a eu les sanctions, on avait quand même autorisé un corridor humanitaire pour acheminer les vivres, parce que ne l'oublions pas, il s'agit de 2 pays qui sont enclavés, qui n'ont pas d'accès à la mer. Donc demain, si, comme pour le Mali, la CEDEAO décide des sanctions et la fermeture des relations et des frontières avec ces pays-là, forcément, ils n'ont pas accès à la mer. Donc il y a une vraie problématique de subsistance et d'arrivée des denrées de première nécessité et aussi des médicaments et autres dans cette zone. Donc il y a un vrai sujet sur lequel je pense que la question humanitaire doit prévaloir par rapport aux sanctions qui peuvent être prises. Bien sûr, on est en train de construire un commerce intra-africain. Ce commerce intra-africain ne peut se faire de manière vraiment importante si on ne règle pas ces problématiques de terrorisme, ces problématiques de frontières. Et aujourd'hui, c'est une menace à tout le développement du commerce au sein de la CEDEAO. Quand vous avez le Mali fermé et une partie du territoire malien qui n'est pas contrôlé par l'État, quand vous avez la même chose au Burkina, ça pose bien sûr la question de la continuité territoriale de cette CEDEAO, en tout cas sous le contrôle des États, et donc forcément de la problématique du transport des biens des régions. On l'a vu la dernière fois, l'attaque sur un camionneur marocain. Tout ça crée une instabilité sur le commerce intra-africain. Maintenant, si on veut parler des investissements marocains dans ces différents pays, je pense qu'aujourd'hui... Ça allait être ma prochaine question, mais allez-y. Allez-y, Abdou Diop. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la junte qui a pris le pouvoir semble, en tout cas au Burkina, assurer une continuité des activités. Tous les amis qui sont sur place me disent que les activités ont repris le lendemain comme si de rien n'était. Donc j'espère que sur ce plan-là, effectivement, il y aura une continuité de toutes les activités que nous avons dans ces pays-là. Bien sûr, ça nous amène aussi à un point de stratégie où nous conseillons souvent à nos entreprises de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc d'avoir une diversification de présence dans ces pays. Bon, aujourd'hui en tout cas... Quels sont les secteurs dans lesquels sont présentes les entreprises marocaines? On sait bien sûr que le Burkina est un pays qui repose, en tout cas l'économie du pays repose largement sur l'agriculture, 32% du PIB burkinabé, mais qui fait aussi travailler 80% de la population active. Où se positionnent les entreprises marocaines, mais aussi étrangères de manière beaucoup plus générale, dans ce pays, dans l'économie de ce pays? Déjà, nous avons toutes nos banques, en tout cas 3 de nos banques qui sont présentes. Nous avons nos opérateurs télécoms qui sont présents. Nous avons des industries, quelques industries agro qui sont présentes. Nous avons une cimenterie, nous avons des acteurs de l'électricité, nous avons des acteurs du BTP. C'est un pays où nous avons beaucoup d'activités de présence, et en tout cas des informations que j'ai eues aujourd'hui de nos différents acteurs, les choses se passent bien. On a même de la presse présente, puisqu'il y a une des filiales d'un journal économique du Maroc qui est au Burkina. Donc il y a une forte présence marocaine au Burkina, et aujourd'hui les différents acteurs nous disent l'activité continue. Bon, c'est clair que par exemple nos banques avec les sanctions du Mali ne vont pas pouvoir participer aux émissions obligataires de l'État, etc. Mais bon, ça, on va voir comment les choses vont évoluer au Burkina. Tant qu'il n'y a pas de sanctions telles que les sanctions lourdes du Mali, je pense que les choses vont continuer. Et ça appelle un peu, et tout à l'heure vous avez parlé de l'Union africaine, de cette problématique de crédibilité liée aux diversités des sanctions qui sont utilisées en fonction des pays et des intérêts. Aujourd'hui, oui, l'Union africaine a une problématique de crédibilité parce que
autant elle a sanctionné le Mali et la Guinée, autant le Tchad, personne n'a rien dit. Là, aujourd'hui, la CEDEAO, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, la junte semble avoir pris les devants et répondu au cahier de charge, en tout cas de la CEDEAO, puisqu'ils ont énuméré tous les points qui, en général, font l'objet de sanctions pour dire que nous, en tout cas, on a pris nos dispositions pour qu'on ne coche pas les cases qui vont nous aboutir à des sanctions. Mais on verra bien. En tout cas, il semble avoir tiré les leçons de la Guinée et du Mali, cette junte qui a pris le pouvoir au Burkina Faso. Justement, est-ce que vous pensez, professeur Abdelhak Basso, est-ce que vous pensez qu'il y a des leçons à tirer de ces deux pays qui sont voisins du Burkina Faso afin qu'il y ait une transition beaucoup plus subtile et pas justement de sanctions comme ce fut le cas au Mali par exemple? Ils ont promis un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Maintenant, raisonnable, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, comment ils le comprennent? Raisonnable, moi je crois que les délais de retour à l'ordre constitutionnel, si on veut qu'ils réussissent, il faut qu'il y ait un cahier de charge et non pas un agenda. La question n'est pas si c'est dans 6 mois. D'ailleurs, si on veut le faire dans 6 mois, on ne fera rien du tout, ça sera bâclé. Donnez de temps au temps pour le faire, mais qu'il y ait un cahier de charge. C'est-à-dire, voilà, on veut que cette fois, on retourne à l'ordre constitutionnel, mais sans risque de coup d'État. D'un autre coup d'État, c'est-à-dire d'un double coup d'État, comme fut le cas au Mali. Au Mali. Donc, voilà ce que même les sages de la CEDEAO qui veulent. Ce n'est pas une question d'1 année ou de 2 ans, 2, 3 années, 4 années dans la vie des peuples et des États, ce n'est rien du tout. Mais quand on parle de 6 mois, d'1 année, on va tout bâcler. C'est-à-dire, moi je crois qu'il vaut mieux maintenant savoir ou se dire quel est le processus par lequel on doit suivre ou accompagner les pays où il y a eu ces coups d'État pour un retour à l'ordre constitutionnel, mais un retour peut-être qui peut durer, je ne sais pas, c'est à eux de voir, qui peut durer, mais qui soit sûr, qui soit quelque chose de vraiment sûr. Utiliser ces questions de sanctions, de temps, je crois que ça ne donnerait rien du tout, parce que quand vous sanctionnez... Parce qu'on parle d'isolement aussi, professeur Abdelhak Basso, par rapport à cette question d'isolement. Oui, voilà, quand on isole, quand on sanctionne, au fait, on sanctionne les populations. Absolument. Donc, on les jette dans les bras des terroristes. Ou bien, on rend le pays dépendant d'un pays étranger. Parce que s'ils n'ont absolument rien, ils vont demander à un pays de faire un pont aérien pour leur ramener les choses. C'est ça. Ils ne vont pas mourir de faim. Je crois que... Et donc, il y a déjà cette question à laquelle il faudrait penser avant de penser sanctions. Sanctions, délai, dans 3 mois, dans 4 mois, on va vous sanctionner. Je crois que la question n'est pas là. Encore que tout le monde sait que ce n'est pas crédible parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire au Ghana, on a tout de suite fait entrer en Gambie, on a tout de suite fait entrer les chars. Donc, intervention militaire. Alors, pourquoi il n'y a pas d'intervention militaire ailleurs? Il vient de dire, mon collègue là, il vient de le dire, c'est-à-dire, pourquoi pas le Tchad? Il n'y a pas eu d'élection après le début. Donc, pourquoi personne ne parle au Tchad? C'est plutôt un coup d'État institutionnel au Tchad. Bon, après, peut-être que c'est que de la sémantique, mais... Voilà, donc, et vous parlez de coup d'État institutionnel, donc il y a cette question de 3e mandat qui se pose, il y a beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que l'Union africaine, CEDEAO, tous les gens qui parlent de cette chose-là, doivent retrouver de la crédibilité d'abord pour traiter de ces questions. Et les sanctions, à mon avis, ça ne fait que sanctionner les peuples et ça ne fait qu'encourager les djihadistes. Parce que les djihadistes, de toute façon, ils sont toujours sous embargo, mais ils se débrouillent toujours. La contrebande, la migration, ils ont
Ils recrutent la migration, ils ont de la contrebande, ils connaissent les chemins. Il y a des organisations criminelles transnationales qui les aident en leur donnant de la nourriture. Donc, on jette les populations dans les bras de ce système de sanctions. Je crois qu'il doit aussi être étudié. Comment sanctionner, si vous voulez, les militaires qui ont fait le coup d'État sans sanctionner les populations? C'est tout un problème. Très bien. Abdou Diop, toujours dans cette... je voudrais revenir sur les conséquences économiques pour un pays comme le Burkina Faso et aussi par rapport à toute cette région-là. Est-ce qu'il y aurait des richesses? On a parlé tout à l'heure de l'ingérence, si on peut l'appeler ainsi, de la Russie. Quelles sont les richesses qu'on peut convoiter dans cette région, selon vous? Je pense qu'aujourd'hui... étonnamment, quand on voit ce qui se passe dans ce triangle Niger, Burkina, Mali, tout se passe bien, il y a une transition démocratique. Mali et Burkina, c'est une vraie problématique. Certains se disent c'est peut-être l'uranium du Niger qui le sauve aujourd'hui parce que les gens ont besoin que ce pays reste stable, en tout cas. Que la France a besoin que ce pays reste stable pour que l'uranium ne tombe pas entre les mains de n'importe qui. Donc oui, c'est une région qui reste quand même riche en minerais, en terres agricoles. Donc, mais la question, c'est qu'il y avait déjà des puissances qui sont là-bas. Les puissances les ont abandonnées. Donc, est-ce que c'est véritablement un enjeu de minerais? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt un enjeu d'influence qu'on pourrait citer, parce que c'est une région charnière entre le nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. C'est une région essentielle entre aussi la Méditerranée et l'océan Méditerranée Atlantique et également l'océan Indien. Donc c'est quand même une zone qui est très particulière. Donc, plus de contrôle de la zone que plutôt d'intérêt de minerais. Maintenant, je rejoins ce que dit le professeur Bassou, c'est que quand on fait des sanctions aussi lourdes à des populations comme le Mali, quand il manquera de cigarettes, quand il manquera de médicaments, quand il manquera de vivres, c'est la contrebande des djihadistes qui va alimenter les populations. Et ça, il faut que la CEDEAO ne l'oublie pas et l'ait dans un coin de la tête. Parce que c'est clair que alors on parle que des conséquences des sanctions de la CEDEAO sur ces pays. Est-ce que ces putschs-là ne risquent pas d'avoir des conséquences sur la CEDEAO? On a parlé de perte de crédibilité de ce genre d'institutions, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine. Mais quelles seraient les conséquences des putschs sur la CEDEAO même? Les conséquences du putsch sur la CEDEAO sont relativement nombreuses. D'abord, effectivement, ça ébranle la crédibilité de la CEDEAO. Deux, ça remet en cause cette force qu'avait la CEDEAO, cette unité qu'avait la CEDEAO, parce qu'effectivement, c'est pas pour rien qu'il y a des fake news qui sortent en disant que le Mali sort de la CEDEAO, etc. Parce que aujourd'hui, il y a comme une opposition entre la CEDEAO et les populations. Et ça, c'est pas bon pour l'intégration régionale. Maintenant, la CEDEAO avait acquis des lettres de noblesse à travers ses forces d'intervention qui avaient effectivement pu résoudre un certain nombre de problématiques, notamment en Gambie, qui avaient aidé à un moment aussi le Mali. Maintenant, il faut que la CEDEAO trouve les moyens de redorer son blason en ayant des actions, en tout cas plus crédibles par rapport à ces populations. Mais sinon, à ce rythme-là, effectivement, on aura une problématique de crédibilité de la CEDEAO. Quand les sanctions sont prises et que la Guinée dit qu'elle continue à travailler avec le Mali, ou que d'autres pays hors CEDEAO continuent à travailler avec le Mali, c'est clair que ça pose une vraie problématique d'unicité de la CEDEAO et de risque sur son futur.
Très bien. Merci Abdou Diop. Un dernier mot peut-être pour clore cette discussion. Professeur Abdelhak Basso, Senior Fellow au Policy Center for the New South. Peut-être un dernier mot sur l'avenir de cette région. On parle du Burkina Faso, mais on parle de l'ensemble d'une sous-région qui est proie aux attaques terroristes. Maintenant, l'attaque terroriste commence un peu à s'étendre sur d'autres territoires de notre continent. Un mot de la fin à ce sujet, professeur Basso. Je crois que, je vais répéter un peu ce que j'avais dit auparavant. Cette question dans le traitement, cette question de diagnostic et de véritable mal qu'il y a. Je crois que dans cette région-là, il y a d'abord une première chose, c'est une prise de conscience pour une perception commune des menaces. Certains pays qui croient qu'ils ne sont pas menacés, qui croient que le terrorisme ne va pas les toucher, que ces troubles sociaux ne vont pas les toucher, ils doivent vraiment se dire que si ça se passe dans notre région de la CEDEAO, c'est que nous devons aller la traiter là où elle est. Mais la traiter de la manière adéquate, c'est-à-dire chercher quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans tel pays, il y a coup d'État? Pourquoi dans tel pays, il n'y en a pas? Par exemple, vous avez de tradition de non-coup d'État, le Sénégal. C'est vraiment un pays stable. Alors, quelle est la différence? Et se dire que voilà comment on peut traiter les choses. Dire d'ailleurs les pays qui sont aujourd'hui stables, les pays qui sont peut-être menacés, et vraiment, il faudrait qu'il y ait un petit manuel de gouvernance de quelle manière éviter que ces choses ne passent. Quelles sont les vraies raisons? Et c'est ces raisons-là qu'il faudrait traiter. Très bien. Merci beaucoup, professeur Bassou. Un dernier mot, Abdou Diop, depuis Dakar. Oui, mon dernier mot, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'Afrique est touchée dans ses fragilités historiques. Donc, comme je l'ai dit en parlant au début, c'est des pays qui, pour la plupart, sont des pays qui ont un historique de coup d'État et on frappe le continent dans ces fragilités-là historiques. Et je rejoins le professeur Bassou qui dit que bon, c'est vrai, ça ne se passe pas aujourd'hui au Sénégal ni au Niger, mais bon, je touche du bois, j'espère que ça ne va pas se passer, mais c'est clair que c'est une vague qu'il faut contenir. Il faut une vraie prise de conscience des enjeux par tout le monde. Il faut que l'Union africaine, l'Union européenne travaillent main dans la main, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu pas plus tard que ce matin les réactions de l'homme d'affaires russe, le parrain de Wagner, qui disait qui saluait le coup d'État au Burkina et qui disait que c'est une bonne chose. C'est quand même étonnant qu'après la rencontre Russie-Afrique de Sochi, on soit dans cette dynamique, une rencontre Russie-Afrique où l'armement était au cœur des discussions. Donc il faut que les puissances occidentales et les puissances africaines se mettent à la même table pour se dire que ce n'est pas une problématique exclusivement de la CEDEAO, c'est une vraie problématique d'enjeu de stabilité du continent africain. Il faut prendre le sujet à bras-le-corps et apporter des réponses qui vont au-delà des réponses, je dirais, subjectives en fonction des relations que nous avons avec tel ou tel pays. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience du danger pour que les uns et les autres se mettent ensemble pour y apporter une réponse claire et définitive, parce qu'aujourd'hui, la région est menacée avec cette instabilité continue qu'on voit dans sa zone de fragilité que constitue aujourd'hui le Burkina et le Mali. Absolument, et cette lutte d'influence dans le continent de manière beaucoup plus générale et ce réveil légèrement tardif de l'Europe en ce qui concerne l'Afrique. Abdou Diop, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes président de la commission Afrique à la CGEM. Merci. Merci Radija. Voilà, merci à vous également pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.